That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va renouer le dialogue avec un critique de cinéma, historien, réalisateur, acteur, Noël Herp, qui était venu l'année dernière pour nous parler de deux actualités qui lui concernaient, le film La Tour de Nesle et le livre Les films me regardent, édité chez Hémisphère Éditions. Le voici. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le lien pour vous procurer le livre, mais aussi le lien du site de Noël qui le tient assez régulièrement. Avant qu'on en discute, juste rappeler deux actualités que Noël vient de me donner hors caméra qui, à mon avis, sont importantes. En avril 2022, sera édité chez Tamazar le DVD La Tour de Nesle, et en juin, le même film sera diffusé chez Ciné+. Voilà. Et puis, il y aura d'autres actus de courant de cette année, mais ça, on en parlera plus tard. Comment allez-vous, Noël? D'autres surprises. Bonjour, merci de m'accueillir pour la seconde fois. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Ça va, je suis un peu fatigué par toute cette année qui a été quand même riche en péripéties, en films, en livres, parce que à tout l'éphéméride que vous avez précisé, il manque quand même le film aussi d'Arthur Dreyfus, Noël et sa mère, que vous avez interviewé par ailleurs. Exactement. Et qui a été aussi une très belle aventure de documentaire ou de documentaire, je ne sais pas comment il faut dire. Documentaire pour Arthur, documentaire pour moi, peut-être. En tout cas, voilà, ce qui est très beau dans cette aventure, c'est que comme Arthur joue dans mon film La Tour de Nesle et que je suis le figurant, disons, principal de son film avec ma mère, de son film Noël et sa mère, et que La Tour de Nesle est aussi un film sur le rapport à la mer, eh ben, les deux films se répondent, alors qu'ils sont très différents, évidemment, et on les balade ensemble. Donc, on revient de Nantes, on a montré les deux films, on va les montrer à Orléans, etc. Donc là, il y a comme une sorte de parcours croisé qui est inattendu et assez savoureux. Je vais vous poser une question qui était complètement, alors vraiment pas du tout prévue. Je viens d'y penser. Enfin, c'est pas que je viens d'y penser, c'est le décor, c'est ce qu'il y a derrière vous. Je vais vous montrer, regardez bien. C'est incroyable. Je sais pas si vous l'avez fait exprès, mais je suis sûr que vous l'avez fait exprès. C'est que le fait que vous soyez en plein milieu de cette ligne entre les deux, et je trouve ça extraordinaire parce que ça, sans faire de la psychologie de bazar, c'est intéressant quand on connaît un peu votre œuvre, vos films, vos écrits. C'est intéressant qu'il y ait comme ça ce côté, enfin cette dualité incroyable. Voilà, c'est même pas une question. Je remarque ça. Oui, il y a même on pourrait presque dire qu'il y a un côté un peu christique dans cette position, parce que si j'avais le le bras, voilà, je serais crucifié, peut-être par vos soins d'ailleurs, qui sait. Oh non. Je préférais jouer les Ponce Pilate, j'en prends note. Mais en tout cas, non, ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'endroit où je me trouve, qui a été repeint récemment, il valait mieux, parce qu'il avait été sérieusement amoché, c'est le plateau de mes tournages, hein, parce que c'est l'endroit où je tourne mes films, où j'ai tourné le 3e sketch de Fantasmes et Fantômes, où jouait déjà Arthur d'ailleurs, qui s'appelait Le Système Dr Goudron, qui se passait dans un asile psychiatrique, ce qui est tout à fait logique me concernant. Et puis là, c'est La Tour de Nesle qui a été tournée ici, il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, avec du papier peint sur les murs représentant des arrière-plans, des médiévaux, hein, les appartements de la reine de France, le Louvre, la Tour de Nesle, tout ça a été reconstitué dans mon petit atelier du 11e arrondissement. Voilà. Donc, ceci explique cela. La dernière fois qu'on a discuté, plutôt, quand j'avais discuté avec Arthur Dreyfus au sujet de son très beau film Noël et sa mère, je lui avais posé, je lui avais demandé pourquoi ce ne serait pas le prénom de votre mère, je crois que c'est Michel, si je me trompe pas, voilà, Michel et son fils. Et il m'avait répondu que non, c'était pas comme ça et tout. Mais après, en y repensant, et par rapport au fait qu'en relisant quelques articles du livre, je me suis dit, mais est-ce que ça aurait un lien avec le film de Clouzot, Miquette et sa mère? Ah bah oui, évidemment, oui, mais c'est bien, vous êtes suffisamment cultivé pour l'avoir compris, car tout le monde ne l'a pas compris. Et déduit, oui, c'est l'idée d'Arthur d'ailleurs, mais je pense que Arthur connaît évidemment mon goût pour Clouzot, dont on reparlera peut-être, et à qui j'ai
consacré une exposition il y a quelques années. Et puis, et surtout, d'ailleurs, je dirais, dans l'œuvre de Clouzot pour ce film, Miquette et sa mère, qui est un film méconnu. On a toujours tendance à dire, c'est pas vraiment du Clouzot. Lui-même le dénigrait. Or, je persiste et signe, je considère que c'est son chef-d'œuvre. C'est vraiment un film, pour moi, d'une drôlerie inépuisable, qui allie les charmes du théâtre filmé avec la nostalgie de ce boulevard 1900 que personnellement j'adore. J'ai une passion totale pour le théâtre de Fleurs et Caillavet. J'en parle d'ailleurs dans le livre « Les films me regardent », qui sont pour moi des grands auteurs que je mets au-dessus de Feydeau et peut-être même au-dessus de Labiche. Et par ailleurs, il y a dans ce film une manière non seulement de convoquer des prestiges du théâtre de boulevard, de les récapituler de manière à la fois ironique et très tendre, mais aussi un hommage au cinéma muet avec des apartés, des cartons, une manière de convoquer le cinéma muet à l'intérieur d'un cinéma de parole, qui était tout à fait original. Hein. C'était tout à fait original en 1950 de faire ça. C'était une démarche d'utiliser le cinéma à la fois pour se faire le musée du théâtre et le musée du cinéma lui-même, qui était une démarche tout à fait inouïe. Et c'est un film absolument délicieux. Alors voilà, à partir de là, Arthur a repris ce titre de manière évidemment très détournée. Je ne sais pas si j'ai avec ma mère le même rapport que Daniel Delorme à Mireille Perret dans le film dont on parlait. C'est pas toujours aussi drôle. Non. Oui, effectivement. Mais c'est plein d'amour aussi, certainement. Miquette, c'est une petite jeune femme de province c'est une histoire mythique en fait. C'est vraiment l'histoire de la petite jeune femme de province, comme on disait à l'époque, on n'oserait plus employer des termes pareils aujourd'hui, et qui rêve de théâtre. Qui rêve de faire du théâtre, donc elle tombe amoureuse d'un vieil acteur un peu ringard, Montchablon, et elle se retrouve sous la coupe d'une sorte de Harvey Weinstein de sous-préfecture, qui s'appelle le marquis de la Tour-Mirande, et les deux vont l'emmener à Paris pour faire carrière, soi-disant, mais avec des intentions pas forcément très catholiques, et sa mère va finir par la suivre et par devenir elle-même une comédienne. Donc c'est toute une épopée et la confrontation entre deux sociétés, deux mondes, deux époques, deux conceptions aussi du rôle de la femme qui est mise en scène. Clouzot et Jean Ferry, qui était son génial scénariste, qui était un pentaphysicien, Jean Ferry, issu du surréalisme, un type assez génial, ont développé toute une séquence qui n'existe pas du tout dans la pièce de Fleurs et Caillavet, qui est le théâtre de verdure, hein, avec une sorte de représentation complètement foireuse et drôlatique d'un mélodrame 1830, Olivier de Médan ou La vengeance du proscrit, et puis rien ne se passe comme prévu. Il y a une manière de montrer l'envers du décor, les ridicules et les charmes de tout ce théâtre, voilà, enfui ou enfoui. Alors évidemment, quand je montre ça à mes étudiants, ça les touche pas forcément parce qu'ils ont pas forcément les codes pour apprécier ce type de comique. Moi, ça me touche infiniment. Mais voilà, ça nous renvoie à la thématique du livre, Les films me regardent, c'est-à-dire à cette idée que le cinéma, oui, m'intéresse comme un reflet de traditions disparues, un reflet des fantômes des autres arts, ou de représentations culturelles qui n'ont plus forcément cours aujourd'hui, mais qu'il est capable de ranimer par sa force de réalisme, comme l'a très si bien écrit Bazin. Il y a cette capacité tout d'un coup, thaumaturge, qui permet au cinéma de faire revivre des formes d'art qui sans lui auraient complètement disparu. Et ça, oui, cette dimension-là est certainement une des choses qui me touche le plus dans le cinéma, puisque pour moi, je le dis d'ailleurs dans Noël et sa mère, et je le dis dans ce livre, Les films me regardent, le cinéma, ce qui est magique dans le cinéma, c'est quand même sa capacité de ranimer le passé et et j'y insiste, pas d'une manière fétichiste. J'espère ne pas, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais j'espère n'être pas fétichiste dans ma démarche. Et chercher plutôt, c'est ce que je dis aussi dans mon texte sur les dernières vacances. Je cite ce mot de Roger Lénard sur son film, où il dit, je crois, donner une nouvelle jeunesse au passé. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Figer le passé, conserver le passé, ça m'intéresse pas du tout. Je crois pas, j'espère pas être quelqu'un de réactionnaire. Mais j'essaye, à travers mon cinéma et à travers l'écriture aussi, de redonner une fraîcheur à mes émotions d'enfance. Et quand je fais un film de théâtre comme La Tour de Nesle, ou même quand j'écris sur un film comme Miquette et sa mère, j'essaye de retrouver, par des moyens différents bien sûr,
l'enfant que j'ai été et pour qui la découverte du théâtre a été quand même quelque chose de fondateur. Le fait tout d'un coup de se projeter dans une fiction, de devenir un autre, d'aller à la rencontre du passé, de mettre des collants, de mettre des costumes, de mettre des c'est une opération poétique, une opération de métamorphose qui pour moi a été bouleversante, que j'ai pas menée à bien en tant que professionnel. Je suis pas devenu un acteur professionnel, ni un metteur en scène de théâtre professionnel. Peut-être parce que je voulais pas abîmer cette première émotion. Je voulais pas la diluer dans quelque chose de trop technique. Et je suis plutôt resté quelqu'un qui a essayé de déplacer ces émotions-là à travers d'autres médiums, de les élucider aussi peut-être. Car je crois que j'ai à la fois besoin... Peut-être que ma démarche de cinéaste, de ce point de vue-là, est assez différente de ma démarche d'écrivain. C'est-à-dire qu'en tant que cinéaste, j'essaye de revivre, de rafraîchir, de réincarner ces émotions de fiction que j'ai connues dans mon enfance. En tant qu'écrivain, j'essaie peut-être un peu davantage de les élucider et de les disséquer. Mais voilà, je crois pas que ce sont des démarches qui sont parallèles et pas incompatibles. Mais vous avez éprouvé du plaisir ou de la satisfaction pas lorsque vous étiez, vous l'êtes encore, quand vous avez questionné le cinéma à travers votre métier d'historien, à travers aussi la critique de cinéma. Oui, c'est bien que vous disiez ça, car c'est peut-être pas fondamental, mais c'est fondateur. C'est-à-dire que je pense être d'abord un acteur raté, puisque j'ai pas fait carrière. Moi, j'ai quand même joué pas mal de pièces et dans quelques films. Mais voilà, être un autre, devenir un autre, me projeter dans un personnage qui n'est pas moi, c'est pour moi important. J'aime avoir des fausses identités. Je dois vous avouer, par exemple, j'ai des comptes Facebook où je me fais passer pour un personnage que je ne suis pas, et je trouve ça très bien comme ça, et je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Ben oui, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de s'inventer des vies imaginaires? Pourquoi est-ce qu'on devrait rester enfermé dans notre petite vie étroite et dans une identité? Moi, je trouve ça pas passionnant de pouvoir se déguiser. J'adore par ailleurs, je l'ai fait pendant des années, me balader dans la rue, dans des tenues de troubadour médiéval ou de hard rocker et Santiago. J'adore jouer de mon côté féminin, de mon côté voilà, de ce goût. Si vous voulez, c'est une recherche du merveilleux, peut-être, une recherche du merveilleux à l'intérieur du quotidien. Faire de la vie une scène. Faire de la vie une scène. Et pour moi, le fait d'être un acteur ne se limite pas au fait de jouer un rôle écrit par un auteur, fût-ce par moi-même. D'ailleurs, moi, je suis pas trop capable de m'écrire des rôles. Et quand je joue un rôle, quand je m'écris un rôle, comme je l'ai fait dans C'est l'homme, par exemple, mon premier film, c'est un peu Noël Herp en train de se déguiser. Hein. C'est Noël jouant à être un autre, mais enfin, ça reste quand même encore Noël. Mais je dirais que plus largement, voilà, il n'y a pas besoin de jouer pour moi, il n'y a pas besoin forcément de jouer un rôle pour être un acteur. Je considère que ma place sur cette terre est celle-là. C'est un peu banal de dire ça, mais je le ressens à chaque moment. C'est-à-dire quand je vous parle, je suis un acteur. Je joue un rôle pour vous. Quand je fais un cours, je suis acteur pour mes étudiants. Quand je donne une interview à la radio, quand je vais chez le boulanger, je joue un rôle. Alors, on le sait tous, évidemment, Shakespeare l'a dit bien mieux que moi, mais j'en suis quand même, comment dire, particulièrement conscient à chaque instant de la vie. J'ai toujours un peu l'impression d'être là, de me regarder jouer et de me regarder jouer jouer un rôle social, qui est pas forcément un rôle fictif, mais qui est une fiction sociale. Et il y a toujours chez moi une sorte de petite distance, d'ironie, de lucidité ou d'excès de conscience qui fait que voilà, je suis pas trop dupe de cet avatar que j'emprunte. Et en même temps, alors c'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'en changer tout le temps. Je sais pas, pour arriver à chaque fois à me faire des surprises, à ne jamais m'ennuyer. Car c'est vrai que c'est peut-être un peu ma limite. Mais c'est aussi quelque chose que je revendique, c'est-à-dire que je me suis jamais rien interdit je me suis pas interdit grand-chose en tant qu'expérience professionnelle, puisque j'ai d'abord commencé par faire du journalisme, je suis devenu prof de fac, j'ai fait de la radio, j'ai fait du théâtre, je réalise des films, je joue dedans, j'écris des livres sur le cinéma, j'écris des livres de littérature, je fais un journal sur mon site internet, j'ai fait des performances. Vous voyez, et c'est vrai que oui, peut-être parce que j'ai peur de m'ennuyer moi-même et que j'ai envie en permanence de m'amuser, de me surprendre et de m'étonner.
je me dis en permanence, étonne-moi. Et j'y arrive parfois. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, oui, j'ai un plaisir. C'est sûr que quand je dois avouer que quand je joue dans un film comme La Tour de Nesle, bon, c'est pas forcément un plaisir dans la mesure où il y a beaucoup de préparation, il y a un travail de découpage que je fais ici même, où je vous parle d'ailleurs à mon bureau, où je suis calé contre le mur, justement, coincé pour être obligé de travailler, avec la vue sur les gens qui passent dans la rue et qui, eux, sont libres, alors que moi, je suis enfermé. Et donc, je fais mon découpage, et puis ensuite, on tourne ici. Peut-être que mon prochain film se fera en décor naturel, mais en tout cas, jusqu'ici, ça s'est passé comme ça pour ces 2 derniers films. Mais bon, alors ça, c'est quand même pas évident, hein, parce qu'il faut quand même arriver à enfermer le monde dans une pièce de 20 mètres carrés. À partir du moment où je joue, je dois avouer qu'il y a des moments de bonheur total. Et quand je deviens dans La Tour de Nesle, quand je deviens Buridan, fuse dans la violence et la souffrance terrible qu'exprime ce personnage. C'est un personnage très sombre. Mais j'ai l'impression d'ouvrir une porte en moi-même et de découvrir une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Et ça, je dirais que ça rejoint le processus d'écriture. C'est aller à la rencontre de l'autre en soi. Que vous n'avez pas tellement quand vous écrivez un scénario. Ni même quand vous faites de la mise en scène. Enfin, moi, je trouve que le travail d'écriture de scénario et de mise en scène de cinéma est un travail très analytique, très aride. Il faut beaucoup préparer, il faut beaucoup réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de lâcher prise. En tant que comédien, je retrouve ce lâcher prise que je connais dans l'écriture. Pour moi, c'est du même ordre. C'est aller à la recherche en soi d'une altérité qui va vous déborder. Et vous demandez à vos comédiens et comédiennes de se lâcher prise aussi? Bien sûr, mais ça, c'est pas facile à obtenir. Oui, bien sûr, mais c'est pas facile parce que Arthur me dit souvent que je suis un dictateur en tant que metteur en scène. Oui, je pense que je le suis, je l'assume. Je pense pas qu'on puisse être un metteur en scène si on n'est pas peu ou prou dictateur, à moins d'avoir des stratégies assez tordues et assez indirectes comme Eric Rohmer. Mais j'ai pas son génie. C'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à diriger vos comédiens au cordeau, comme je le fais, en attendant d'eux quelque chose, et qu'en même temps vous leur demandez, vous leur donnez une liberté, c'est pas toujours facile d'arriver à cet équilibre, surtout chez des jeunes comédiens qui ont tendance, si vous leur donnez des places très précises, à se sentir à se tenir un peu à carreau. Il faut pour ça, je pense, un peu de métier. C'est le cas, par exemple, je pense, dans mon film de ma comédienne, Gisabelle Garpi, qui a, je trouve, des moments absolument sublimes. Je pense notamment à ce moment dans La Tour de Nesle où elle est quasiment, comment dire, clouée au mur, au pied de la croix, et où elle a une sorte de monologue solitaire que je trouve absolument sublime, où elle se laisse là envahir par quelque chose qui est à la fois très maîtrisé techniquement, et où elle se laisse envahir par quelque chose de tout à fait surprenant. Et là, j'ai laissé un temps à la fin de cette tirade parce que j'ai pensé à ces actrices qu'on bissait au théâtre au 19e siècle, ces cantatrices. Donc, je me suis dit, là, il faut laisser une place pour que le public puisse applaudir et éventuellement lui demander de bisser sa tirade. Donc, alors, je vais vous demander, pardonnez-moi d'expliquer le terme bisser, parce que je pense que peut-être il y en a quelques-uns qui ne le savent pas. Tout à fait. Bisser, c'est demander à un chanteur, par exemple la Castafiore ou la Calas, de répéter alors on dirait dans l'opéra son couplet ou son air. Ça se faisait aussi, je pense, ça a dû se faire au théâtre au 19e siècle. Mais par exemple, il y a un moment, je me souviens il me semble me souvenir que on a dû parler la dernière fois de mon goût pour les tragédiennes de théâtre. J'ai une passion absolue pour Maribel, qui pour moi est vraiment une diva de théâtre extraordinaire. Et il y a un moment, notamment un enregistrement de Britannicus qu'elle a joué dans une mise en scène de Jean Marais, qui est un enregistrement qu'on trouve sur l'INA. Et à la fin de sa grande tirade d'Agrippine, c'est vous qui m'ordonnez de me justifier. Le public attend même pas qu'elle ait terminé pour partir dans un applaudissement absolument délirant. Et ça, je trouve que c'est des moments que j'essaye de retrouver au cinéma, mais en creux, si vous voulez, parce qu'évidemment, on n'entend pas dans mes films, on n'entend pas les applaudissements, mais j'aurais presque envie que les gens le fassent pendant la séance. Donc, je crois beaucoup au prestige du comédien et à cette espèce de transe qui fait que le comédien, tout d'un coup, est visité par quelque chose. Maribel avait ça.
que le comédien est visité par quelque chose qui le dépasse et qui va embraser le public. Je crois à une dimension, pas forcément sacrée, j'aime pas trop ce mot, mais à une force de l'imaginaire qui va se déchaîner dans le jeu théâtral. Vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup Maria Cazares aussi. Il y a un texte sur Maria Cazares dans le livre, mais c'est déjà une actrice plus contrôlée, plus intelligente, plus analytique. Je suis plus sensible à des actrices un peu folles. C'est pour ça que j'ai tellement aimé Gaby Morley. Gaby Morley ne marchait qu'au champagne. Alors pour le coup, Gaby Morley n'avait pas beaucoup de technique. C'était une très grande comédienne. Elle n'avait pas de technique. Elle faisait souvent un peu n'importe quoi. On dirait les pardonnez-moi de vous interrompre, Noël Herp, mais Maribel et Gaby Morley, on dirait ces actrices du cinéma américain, mais des années 20. Et je crois que le rapport au muet est très important. Oui, alors je suis d'accord. Autre ce que vous dites là, on le trouve chez des actrices comme Bette Davis, comme Katharine Hepburn, bien sûr. Je dirais que le comédien va tout d'un coup révéler une part de folie, une part d'inconscient, une personnalité obscure, une part nocturne, mystérieuse, que justement la vraie vie ne dévoile pas. C'est pour ça que, vous voyez, par exemple, j'en parle aussi dans le livre, hein, curieusement, finalement, c'est très intéressant que très naturellement on soit arrivé vers ce sujet de l'acteur et surtout de l'actrice, parce que je me suis aperçu en faisant ce recueil de textes que j'ai fait un peu de bric et de broc, que en fait, c'est un sujet sur lequel je reviens tout le temps maintenant, l'actrice. Ah oui. Or, le premier livre que j'ai écrit quand j'avais 19 ans, et qui était très mauvais d'ailleurs, qui n'a, Dieu merci, pas trouvé d'éditeur, c'est une compilation indigeste de faits et gestes sans grand intérêt littéraire, mais c'était mes débuts. Hein. C'était une biographie de Gaby Morley, justement, que j'adorais. Vous l'avez gardé ? Vous l'avez gardé ? Oui, si vous voulez, je vous la. Cadeau. Non, mais c'est intéressant que vous le gardiez. Je pense pas que vous croyez. Oui, mais c'est intéressant quand même que vous gardiez ça, même si vous trouvez ça indigeste. Mais vous l'avez quand même gardé. C'est intéressant. Bien sûr, puis j'en ai même fait des articles. Bon, mais c'est vrai que vous voyez aujourd'hui, par exemple, je veux vexer personne, mais j'en parle dans un des entretiens que je donne pour le livre. Dans les actrices d'aujourd'hui, je suis peut-être moins sensible à quelqu'un comme Isabelle Huppert, qui serait peut-être un peu la Maria Cazares d'aujourd'hui, pour aller vite, quelque chose de très contrôlé, une folie maîtrisée, admirablement maîtrisée, bien sûr. Je suis peut-être plus sensible à quelqu'un comme Karine Viard, qui me semble davantage jouer avec sa folie. Bon, maintenant, c'est une question de résonance personnelle. Hein. Moi, la folie de Karine Viard me touche peut-être davantage. Mais bon, en tout cas, oui, c'est intéressant que je me retrouve tellement axé aujourd'hui dans mon écriture de critique de cinéma sur ce thème de l'acteur de cinéma muet, l'acteur de cinéma parlant et l'actrice, surtout l'actrice. Et à telle enseigne d'ailleurs que quand je joue des rôles dans mes propres films, je me travestis volontiers. Je l'ai fait dans mon premier film, C'est l'homme, où je m'habille en femme. Ça, c'est pour moi, mais enfin bon, c'est quand même une source de jouissance. Et d'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Je l'ai fait un peu dans la Tourdonnelle, où le personnage de Buridan se déguise en bohémien à un moment du film, et puis en fait, je me déguise en bohémienne. Alors là, c'est plus. Oui. Là, ça devient plutôt Elvire Popesco. Et puis, en fait, mon projet démoniaque, ce serait de jouer des scènes de répertoire, notamment j'aimerais bien faire des scènes de rupture amoureuse. Je pense notamment à des choses comme Le plaisir de rompre, des choses comme ça. Et j'aimerais bien jouer le rôle féminin. Ça m'amuserait beaucoup de reprendre des scènes de répertoire, mais en jouant moi-même le rôle féminin. Sarah Bernhardt jouait bien des rôles masculins. Je vois pas pourquoi vous jouerez pas des rôles féminins. Je veux dire, voilà, c'est. Il me manque la langue de bois et c'est bon. Exactement. Mais c'est très important ce que vous dites au niveau des corps des acteurs et actrices. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Vous êtes vous êtes un spécialiste, vous êtes quelqu'un de très important par rapport au travail sur Éric Rohmer. Vous avez coécrit une biographie importante. On avait parlé la dernière fois avec Antoine Debec. Éric Rohmer, quand on dit Éric Rohmer, on pense à la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est Truffaut, c'est Godard, etc., certes. Et quand on commence à s'intéresser un peu aux écrits, j'entends bien les écrits, les textes, à part quelques rares exceptions où Truffaut ou Godard, effectivement, s'intéressent un peu à un ou deux comédiens, mais on comprendra plus tard que finalement, ils étaient en train de caster les 2-3 comédiens qui allaient jouer dans leur prochain film. Mais
si je me trompe pas, peut-être vous allez me contredire, mais j'ai rarement lu des critiques de cinéma écrire tout un texte autour du corps d'acteurs et d'actrices. Et je trouve que c'est ce qui manque, c'est ce qui a manqué partiellement, et c'est ce qui manque aussi aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire que très peu de critiques de cinéma, et je sais de quoi je parle, en étant et je suis rare occasion de travailler sur le corps, de travailler sur les comédiens et les comédiennes. Et j'ai l'impression que c'est dommage, parce que si on veut comprendre une cinématographie, une décennie, une génération, une période cinématographique d'un pays, je pense que pour la comprendre beaucoup mieux, c'est à travers l'évolution du corps d'un comédien et d'une comédienne. Et la preuve, c'est que quand on parle de nouvelle vague filmique, tout de suite on pense surtout à Belmondo ou à Jeanne Moreau, etc. Et vous, ça, je sais que c'est quand on s'intéresse au livre, c'est un aspect très important pour vous pour comprendre le cinéma, parce que c'est le corps des actrices et des acteurs qui vous intéresse. Oui, tout à fait. Et je dirais, c'est surtout les acteurs, bien sûr, mais c'est surtout les actrices dont je parle. Maintenant, peut-être que un jour, j'écrirai sur les acteurs. J'ai aussi un rapport très fort à certains acteurs, comme Gérard Philippe, que j'ai adoré et que je continue de défendre contre vents et marées, même s'il a plus très bonne presse aujourd'hui. Mais c'est vrai que je trouve que vous êtes un peu injuste en disant qu'il n'y a pas eu de texte, parce que malgré tout, Truffaut a écrit sur Brigitte Bardot, sur Gloria Graham, sur la Monica de Bergman, etc. C'est plutôt c'est vraiment des corps d'actrices, c'est des corps de filles sexy. C'est pas des corps exagérés en tant que corps d'artistes. Ça, c'est vrai. Oui. On est vraiment dans le male gaze, dans toute sa splendeur. La prise en compte de l'actrice, de la femme comme interprète et comme artiste, comme un corps d'artiste, performeuse, et comme voix aussi. Moi, je suis très de la voix des comédiennes, par exemple. Ça, c'est effectivement, et c'est le rapport au théâtre, bien sûr. Je passe un temps fou sur l'INA à écouter des enregistrements de Valentine Tessier ou d'Annie Ducot, d'Hélène Perdrière, d'actrices des années 50 dont le nom ne dit hélas plus rien à personne. Mais je suis capable, si vous me faites écouter des enregistrements de cette époque, je peux quasiment reconnaître tout de suite la voix de n'importe quelle comédienne française des années 50. Alors, c'est aussi mon rapport au passé, dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être parce que dans la figure de l'actrice, il y a la figure de la mère, il y a une figure fantôme, une figure le féminin comme quelque chose de forclos, d'interdit, et en même temps toujours à réinventer. Quelque chose qui est enfermé dans un monde très ancien et une sorte de belle au bois dormant qu'il s'agirait de faire revivre. Et j'ai ce rapport, assez compliqué au féminin, qui est quelque chose qui me fascine, qui en même temps est très loin de moi et que j'ai constamment envie de convoquer, à la fois par l'admiration et par la réappropriation, si je puis me permettre. C'est peut-être de l'appropriation, mais moi je considère que s'habiller en femme pour un homme, c'est pas forcément se travestir d'ailleurs, ni changer de genre, c'est s'ouvrir à une dimension qu'on a en soi, puisqu'on a tous du masculin, du féminin, et c'est absolument passionnant d'aller vers cette dimension, y compris par le vêtement, mais le vêtement n'est évidemment pas suffisant pour accéder à cette dimension. C'est une étape, c'est un rituel en fait, c'est un rituel qui peut vous amener vers quelque chose de beaucoup plus profond. Bon, alors, je sais pas si, je crois pas être le premier à écrire sur ces questions, certainement pas. Il y a quand même un renouveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les études doctorales, avec des critiques éminents qui se sont penchés sur la question, mais je vais pas en faire la liste aujourd'hui, mais c'est vrai que peut-être que ce qui me différencie un peu dans cette démarche, c'est un côté un peu magique, c'est-à-dire que je continue quand même, et je pense que c'est manifeste dans ce que je viens de dire, à croire à l'aura de l'actrice, hein, à croire à une sorte à quelque chose qui, je le dis, est de l'ordre de la folie, de l'inconscient, du mystère, et en même temps, quand j'approche de tout ça, je le fais avec pas forcément pour vouloir le démystifier. Je suis à la fois dans une démarche de critique et en même temps, j'ai pas forcément non plus envie de trop dévoiler ce qu'il y a derrière cette apparence. C'est un rapport finalement chez moi peut-être assez ambigu entre la recherche de l'être et l'obsession du paraître. Il y a un équilibre instable.
je suis toujours un peu sur la corde raide entre ces deux éléments. Et quand vous dites que je suis fasciné par des actrices par la vérité d'une actrice, c'est pas forcément sa vérité, c'est sa vérité telle qu'elle se manifeste dans une forme, quand même. Alors bon, ensuite, vous parlez de la nouvelle vague. Certes, les futurs cinéastes de la nouvelle vague n'ont pas écrit sur les actrices d'une manière forcément très systématique, mais dans ce cinéma qui est tellement masculin, a priori, je renvoie aux études de Geneviève Sellier sur la question, c'est bien un des seuls points sur lesquels je suis d'accord avec Geneviève Sellier, c'est-à-dire que effectivement le cinéma de la nouvelle vague était quand même au départ un cinéma très macho, y compris celui de Rohmer, avec toute cette dimension Gégoff, ces personnages extrêmement arrogants, cette espèce de séduction très conquérante et passant par une volonté de puissance et très rhétorique, en plus, passant par le discours, par la séduction verbale, etc. Bon, pourquoi pas, mais enfin, c'est quelque chose dans lequel il aurait pu s'enfermer, Rohmer, assez vite. Hein. Quand on voit un film comme La Collectionneuse, c'est un système dont il aurait pu rester prisonnier. Et ce que je trouve fascinant, et c'est certainement ça qui m'a fasciné chez Rohmer, et ça nous ramène à notre sujet, c'est la place qu'il va faire petit à petit aux actrices et au féminin dans sa dimension la plus large et associée au jeu. Donc ça va être Béatrice Roman dans Les Nuits de la Pleine Lune, dans Le Beau Mariage, ça va être Pascal Augier dans Les Nuits de la Pleine Lune, ça va être évidemment Marie Rivière, avec en effet cette manière de jouer d'une apparence de dévoilement de la personne derrière l'actrice, mais c'est jamais si simple que ça. Il y a une exploration infinie chez lui des possibilités du féminin et des jeux de rôle que permet le féminin, y compris à la fin avec ce merveilleux dernier film où là c'est tout d'un coup un garçon qui va s'habiller en femme dans Les Amours d'Astrée et de Félandon pour ressentir ce que c'est qu'être une femme parmi les autres femmes. Donc c'est la fascination de l'altérité poussée à son paroxysme, et c'est l'extrême inverse de ce qu'était son cinéma au début. Ce que je trouve extraordinaire avec Rohmer, c'est qu'il part d'un cinéma du discours, d'un cinéma du regard sur le corps de la femme qui est extrêmement surplombant, d'une volonté de possession et de possession par le langage. Et il y a ensuite une sorte d'évanouissement dans le féminin, de désir de perdre sa masculinité, d'abdiquer sa masculinité en devenant une femme parmi les femmes, même si c'est un jeu, là encore. Hein. Et alors, peu importe, encore une fois, je vous dis tout à l'heure, qu'est-ce qui n'est pas jeu? Et ça, je trouve que ce parcours est absolument magnifique. C'est un cinéma qui n'a cessé de bouger, de faire bouger les lignes, et sans être forcément de gender fluide, comme on dirait aujourd'hui, qui se pose en permanence la question de la frontière. De la frontière de l'identité. Mais on n'a pas attendu le gender fluide pour se poser ces questions. Hein. Moi, je me les pose depuis des années, et je me les pose peut-être pas dans les termes dans lesquels on se les poserait aujourd'hui, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un questionnement qui est essentialiste. On revient un peu à cette idée qu'il y aurait une essence. C'est très bizarre parce qu'on est à la fois aujourd'hui dans un déconstructionnisme à la Bourdieu ou à la Simone de Beauvoir où on dit tout est culturel, il faut tout déconstruire, et en même temps on voit ressurgir des essences. Et on nous dit il y aurait une essence du féminin, du masculin, etc. Ou même une essence du non-binaire, si vous voulez. Enfin, il y a tout d'un coup une nostalgie de l'essence au bout de la déconstruction. Bon, moi, j'ai jamais cru aux essences. Je pense que tout ça, ce sont des jeux, ce sont des masques, ce sont des formes, et ce sont des nuages, des ombres avec lesquels il faut s'amuser, avec lesquels il faut savoir jongler, et faut pas être dupe de tout ça. C'est un jeu d'apparence. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, que je l'ai toujours vécu, et que je le vis de plus en plus, en tout cas. Quand on lit votre livre, il y a des textes sur Jacques Prévert, sur Suzy Delair, sur Maria Cazares, sur Jean Grémillon, etc. Et puis, d'un seul coup, il y a Rohmer. Et j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres figures qui vous sont contemporaines? Oui, pour moi, c'est un peu un faux problème, parce que
Certains critiques veulent voir en moi, c'est dit d'ailleurs dans un entretien avec des critiques brésiliens qui me prêtent un peu à ce jeu en disant voilà, gardien d'un paysage cinématographique. C'est vrai que s'il n'y avait pas aujourd'hui Noël Air pour parler de René Clair, pour parler de Kayat, voire de Clouseau, bon, Clouseau peut-être un peu moins, mais bon, il y aurait ou de Gaby Morlet, bon, bah, il y aura personne pour en parler. Donc, il y a ce côté un peu sentinelle d'un cinéma disparu que j'ai pris en charge assez tôt et que je continue d'assumer aujourd'hui. Encore une fois, en essayant de ne pas m'enfermer dans une posture fétichiste. Enfin, en tout cas, c'est pour moi crucial de le répéter. Mais c'est pas du tout incompatible avec le fait d'aimer le cinéma de la modernité. Il y a dans ce livre des articles sur Bresson, qui est quand même un des grands cinéastes de la modernité, sur Rohmer en effet. J'adore Chabrol, j'ai écrit sur Piala. Il m'arrive très souvent de me présenter des films postérieurs aux années 60. Je suis pas figé dans les années 50 et les années 40, comme le voudraient le faire croire certains de mes détracteurs ou même de mes amateurs. Hein. Simplement, ce que je dis, enfin, comment dire, ce que je dis, et j'y reviens dans le livre, c'est qu'il n'y a pas forcément, la nouvelle vague n'a pas été la rupture copernicienne qu'on veut nous vendre. Contrairement à mon ami Antoine Debec, avec qui j'ai écrit un livre, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, mais j'ai pas le sentiment que la nouvelle vague ait tout changé tout d'un coup à l'état du cinéma français. Le cinéma, bon, il est banal de dire que Truffaut n'a pas fait des films révolutionnaires. Je ne crois pas que Chabrol ait fait des films tellement plus novateurs que ceux de Coin ou du Vivier. Je pense que s'il y a deux cinéastes qui ont été vraiment extrêmement nouveaux dans leur approche de la mise en scène, c'est certainement Godard, évidemment, et Rohmer, de manière très différente d'ailleurs. C'est un peu le Racine et le Shakespeare du cinéma. Je vous laisse deviner qui est Racine et qui est Shakespeare. Oui, même si c'est la petite idée. Mais voilà. Mais que la nouvelle vague ait été une rupture me paraît très douteux. La notion, qu'est-ce qu'a apporté la nouvelle vague? L'auteur, ça a existé dans les années 20. René Clair, Louis Deluc, Abel Gans, King Vidor, des années 20 parlaient d'auteur. Le fait de tourner en décor naturel, René Clément le fait dans Monsieur Ripois ou dans Au-delà des grilles, bien avant eux. Et Louis Malle, qui faisait pas partie de la nouvelle vague, tourne en décor naturel. Bon, alors quoi d'autre? Vous voyez, à vrai dire, le fait de critiquer, et même le fait de critiquer ses aînés, ce qu'a fait allègrement Truffaut, Louis Deluc le faisait déjà dès les années 20. On critiquait le cinéma français qu'on trouvait déjà poussiéreux et académique par rapport au cinéma américain qui était censé être uniformément génial. Donc, c'est pas nouveau tout ça. La seule chose qui est nouvelle, et ça nous ramène à notre sujet, la seule chose qui est nouvelle dans la nouvelle vague, c'est les acteurs. C'est les acteurs. C'est-à-dire que pour la première fois, on a des corps jeunes. On a des corps jeunes et beaux. On avait avant Gabin, Pierre Freinet et Noël. Et là, tout d'un coup, on a Anna Karina et Jean Seberg, qui n'étaient déjà pas un padre de l'année d'ailleurs. Mais enfin bon, on a quand même des corps nouveaux et une manière de jouer différente. Ça, c'est vrai. Mais ça passe toujours par l'acteur, c'est quand même très intéressant. Et d'ailleurs, quand la Cinémathèque française a voulu rendre hommage à la nouvelle vague il y a quelques années, avec Serge Toubiana, on a fait les acteurs de la nouvelle vague. Très important ce que vous dites, parce que ça me fait rappeler que vous connaissez parfaitement bien, un extrait de cette émission océanique dans laquelle a participé Serge Danet, la fameuse émission, le fameux entretien avec Régis Debray, où à un moment il dit, en gros, en substance, et vous rappelez de cela, j'en suis persuadé, que lui, quand il était enfant, il ne pouvait pas s'identifier à des acteurs tels que Michel Simon ou Pierre Freinet. Et il dit en même temps qu'il trouve que ce sont des acteurs extraordinaires, c'est génial, c'est des monstres. Mais qu'en tant qu'enfant, il peut pas s'identifier à ça. Il préfère s'identifier à des acteurs comme Jim Stewart, qui est un peu gauche, mais qui à la fin gagne toujours et qui se sert de ses points. Et c'est marrant que vous dites ça, parce qu'après il dit arrive Brigitte Bardot, arrive Belmondo, peut-être Delon
sur d'autres aspects. Mais bon, bref, il y a quand même des acteurs et on se dit, tiens, il se passe quelque chose et on s'identifie. Et c'est pour ça que je pense que c'est un aspect qui est pour moi important et qui n'est pas si souvent questionné. Ah oui, c'est important. Mais je vous ferai remarquer que c'est pas simplement la nouvelle vague. Vous citez Delon, on peut citer aussi Bardot. Or, Delon et Bardot, qui sont peut-être quand même les deux plus grands phénomènes actoraux des années 60, les deux plus grands monstres sacrés des années 60 qui renouvellent totalement le jeu d'acteur, ce sont des acteurs qui ne travaillent pas avec la nouvelle vague. Alain Delon, c'est René Clément et Visconti, et Lozé, et Antonioni. Brigitte Bardot, c'est Autant-Lara et Clouzot. Alors bon, je sais bien qu'il y a un film avec Godard, mais un peu plus tard. Donc voilà, tout ça est très relatif. Simplement, les années 60, le début des années 60 a vu, notamment à travers la nouvelle vague, émerger des corps nouveaux et une manière nouvelle de faire l'acteur. Et ça reste vraiment central. Ça reste, il me semble que, d'ailleurs, tout le culte qu'il y a autour de cette période est quand même vraiment lié à des visages et à des corps d'acteurs et surtout, et notamment d'actrices. Évidemment, quand on pense à Godard, on pense d'abord à Anna Karina. Et d'ailleurs, on parle, alors, et d'ailleurs, ça nous renvoie, excusez-moi, ça nous renvoie à Clouzot, puisque, si vous voulez, par exemple, là, je vais faire un livre chez Pierre-Julien Marest qui paraîtra, si tout va bien, début juin, et qui est enfin, je ne vais pas le faire, je l'ai fait, et vous allez le découvrir. C'est une correspondance, c'est la présentation de la correspondance entre Clouzot et Suzy Delair. Et je me suis aperçu que, à travers cette correspondance, mais aussi en revoyant les films, que Suzy Delair a été une nouvelle vague à l'intérieur du cinéma de Clouzot. C'est-à-dire que si le cinéma de Clouzot ne serait pas aussi génial s'il n'y avait pas eu cette espèce de nouvelle vague à elle toute seule, qui a été Suzy avec sa liberté, sa franchise, son érotisme, son franc-parler, le fait qu'il utilisait dans le scénario, dans le dialogue, des répliques qu'elle avait dans la vie. C'est une manière de bousculer son cinéma à travers un corps d'actrice. Oui, je dis à un moment du texte, je dis, à ce cinéma incroyablement prémédité, qui était celui de Clouzot, génialement prémédité, bien sûr, Suzy Delair a apporté la résistance dont il avait besoin pour respirer. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. On pourrait dire la même chose d'Arletty chez Carnet, par exemple. Vous voyez, Arletty a cette fraîcheur, cette liberté, tout d'un coup, qui fait que sans ça, le cinéma de Carnet serait insupportable d'académisme. Mais tout d'un coup, cette extraordinaire vitalité d'Arletty dans Hôtel du Nord, dans Le Jour se lève, et même dans Les Enfants du Paradis, encore dans Les Enfants du Paradis, apporte voilà. Et c'est pas simplement le côté populaire, c'est je sais pas, une vitalité, et peut-être qu'on pourrait même avancer l'hypothèse que certaines actrices étaient en avance sur les cinéastes avec qui elles tournaient. C'est l'hypothèse que j'avance un peu s'agissant de Maria Casares, qu'elle arrive trop tôt. Et que si sa carrière a été avortée, c'est que elle tourne avec des cinéastes auxquels elle apporte. Alors elle apporte autre chose, elle apporte une intelligence du jeu, une intellectualité, une analyse du texte, qui était certainement très, très en avance sur ce qu'on lui demandait de faire dans le cinéma des années 40. Mais c'est à l'image de ce que l'on voit dans Les Enfants du Paradis. Pardonnez-moi de l'avoir interrompu. J'ai toujours vu Maria Casares dans Les Enfants du Paradis comme quelqu'un qui était un peu à part. Oui, un critique de l'époque, Bernard Zimmer, disait elle est trop proche, elle a quelque chose de trop proche. Et je comprends ce qu'il voulait dire. Il y a quelque chose chez elle, des émotions à fleur de peau. Vous savez qu'elle supportait pas, hein, je le raconte dans le livre, elle supportait pas de jouer au cinéma. Elle était absolument terrifiée, sans doute beaucoup plus qu'au théâtre. Et elle demandait que toute l'équipe s'éclipse pendant qu'elle faisait une prise. Même le metteur en scène, elle voulait pas de Marcel Carné. Donc c'était absolument terrible. Et il a lui qui était réputé être tyrannique, avec elle il a dépensé des trésors de patience. Il y a chez elle une impudeur, une nudité, et en même temps, et très paradoxalement en même temps, une intelligence du jeu qui sont pas incompatibles, mais qui sont pas du tout dans les canons cinématographiques de l'époque. On se moque, mais on pourrait dire ça, vous savez, on pourrait presque faire une histoire des acteurs du cinéma français sur la base de ce décalage. Hein. On moque, vous voyez, par exemple, quand je montre à mes étudiants Les Visiteurs du Soir, que je trouve pas un si mauvais film qu'on le dit aujourd'hui, c'est quand même un film très ambitieux et très important. Et alors, les étudiants ricanent en voyant Alain Cuny. Mais Alain Cuny, le problème, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a, lui aussi, il joue comme on jouera plus tard dans les années 60, au théâtre, ou dans certains films de la Nouvelle Vague, ou dans certains films au parler un peu littéraire de la Nouvelle Vague, mais c'est pas du tout synchrone avec ce que font Jules Berry ou Fernand Ledoux
le film. C'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Prenez Gérard Philippe, je suis pas sûr que Gérard Philippe soit un acteur aussi ringard qu'on le prétend aujourd'hui, mais il était peut-être aussi un peu en avance, et peut-être aussi que ces gens ont essayé d'acclimater au cinéma une subtilité théâtrale qui n'y avait pas forcément cours à l'époque, et qui n'y a pas forcément davantage cours aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, c'est intéressant de peut-être bousculer un peu les idées reçues et de se dire que la modernité n'est pas forcément là où on la place, que c'est pas forcément uniquement une affaire de mise en scène, et que on peut pas. Si vous voulez, moi, j'arrive pas à me contenter du discours qui tient à dire avant il y avait un cinéma académique et puis tout d'un coup est arrivée la nouvelle vague qui a fait quelque chose de merveilleux et qui a tout inventé. Non, c'est faux. Moi, je dis toujours à mes étudiants, la nouvelle vague n'est pas le début du cinéma, c'est plutôt le dernier grand mouvement prestigieux du cinéma français. Il y a eu de grandes écoles prestigieuses dans le cinéma français qui l'ont précédé. Ça a été peut-être la dernière école, hein, au sens plein du terme. Ensuite, on a eu des satellites, des électrons libres, des cinéastes de génie comme Eustache, comme Piala, comme Garel, etc. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on assiste à la renaissance d'une école. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on regrette à travers la nouvelle vague, c'est cette idée de cinéaste qui faisait chapelle, qui faisait bande. C'est aussi ce fantasme de la querelle des anciens et des modernes, qui est évidemment un grand fantasme français, un peu bidon. Moi, je me laisse pas avoir par les trompe-l'œil et les fausses fenêtres de la rupture, toujours cette idée de la rupture. C'était pire avant, c'est mieux maintenant. Ça m'intéresse pas. Je considère plutôt l'histoire du cinéma français comme un jeu des 7 familles, avec plein de portes dérobées, plein de surprises, plein d'incointances inattendues. J'aime bien faire des rapprochements loufoques ou excentriques auxquels on ne s'attendait pas. Je sais pas, je considère pas qu'il y ait une eschatologie au sens religieux du cinéma où tout d'un coup il faudrait n'aimer dans le cinéma français des années 50 que ce qui a annoncé la nouvelle vague. Alors certains cinéphiles aujourd'hui sont comme ça, ils n'aimeront que Renoir ou Pagnol parce qu'ils ont annoncé la nouvelle vague. Ça me paraît absurde. Je me balade dans tout ça, j'essaie de me balader dans tout ça le plus librement possible et en faisant fi des idées reçues. D'ailleurs, c'est un peu l'esprit du texte que je reprends dans ce livre sur Vecchiali, hein, sur le livre de Vecchiali que j'aime bien par ailleurs. Vecchiali me fait la gueule aujourd'hui à cause de ce texte. Il m'a renié, mais enfin, bon, je trouve ce texte plutôt affectueux. Je me permets simplement, sur certains, voilà, je reprends à partir de son livre qui s'appelle l'Encyclopédie, qui était un dictionnaire de sciences français des années 30, je reprends un certain nombre de noms qu'il donne, je tire certains fils, et puis j'essaie de rebattre les cartes autrement. C'est aussi mon esprit de contradiction. Mais je trouve que Vecchiali, avec qui je suis pas toujours d'accord, a au moins, comme l'avait Tavernier, un mérite, c'est de pas, de ne s'appuyer que sur ses propres goûts et sur ses propres jugements, et de ne pas s'en remettre à la doxa. Je ne mettrai pas de point final à cette conversation parce que je suis persuadé qu'on va renouer le dialogue pour une 3e fois bientôt, d'ici quelques mois. J'en suis persuadé. Mais par contre, j'insiste beaucoup sur le fait que dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien qui renvoie à ce livre, Les films me regardent. Et je suis même persuadé que la prochaine fois que nous nous verrons, on en reparlera aussi de ce livre important qui est édité chez Hémisphère Édition. Je rappelle que votre dernier film en date, La Tour de Nesle, qui est sorti l'année dernière en 2021, sera édité en DVD en avril chez Tamasa et en juin sera diffusé chez Ciné+. Et puis surtout, le lien de votre site se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, merci en tout cas. Vous un peu mon journal et quelques petites friandises. Voilà, et ce sont des textes qui, enfin je veux dire, vous continuez encore à écrire, vous êtes encore dans le mouvement. Voilà, vous êtes toujours en mouvement, comme on dit. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. On a fait pas mal de digressions, c'était prévu, mais en tout cas, c'était quand même un sacré plaisir et je vous en remercie beaucoup. Plaisir partagé. Générique. In the canyon, that's where I long to
to be with my three good companions, just my rifle, pony and